Pour moi, le côté entrepreneurial m'offre une liberté, voilà, qu'on peut pas avoir ailleurs. Moi, je privilégie mon côté, bien-être et familial et donc j'apprécie pouvoir adapter, mon emploi du temps à celui de mes enfants. Au cours, de mon activité professionnelle, j'ai fait, comment dire? J'ai eu l'épreuve, j'ai traversé l'épreuve de la dépression, on va dire et j'étais contre de prendre des médicaments, enfin voilà, toutes ces choses-là, qui nous anesthésient le cerveau. Je pouvais pas déjà parce que j'ai quand même une activité professionnelle qui demande de la réflexion et voilà. Donc je me suis aidée de la nature pour pouvoir, remonter la pente et du sport. Voilà, je sais ce que c'est d'avoir mal, je sais ce que c'est de souffrir et je m'en suis sortie sans médicaments, sans rien du tout. Je me suis sortie juste avec la forêt et les énergies de la nature et franchement, quand, j'aide une personne, enfin, ça me nourrit intérieurement beaucoup plus que de recevoir un chèque à la fin du mois, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crisis, le podcast de la résilience et du dépassement de soi qui va à la rencontre d'hommes et de femmes au profil inspirant. Souvent connoté négativement, le mot crise trouve son origine du grec crisis qui étymologiquement possédait quatre sens principaux: distinguer, choisir, séparer et décider. Je suis Clément Soki, entrepreneur et créateur de contenu. En 2023, j'ai réalisé une première expédition sportive de 1200 km à vélo où j'ai traversé les déserts espagnols, dont le plus grand d'Europe. Avec ce projet, j'ai pris conscience qu'un simple échange peut entraîner d'énormes changements. À chaque épisode, découvre le parcours exceptionnel et les enseignements à travers leur réussite, mais aussi leur remise en question et leurs échecs de ces invités qui ont choisi de sortir des sentiers battus pour se sentir vivants et vivre une vie différente en accord avec leurs passions et leurs rêves. Ces récits sont une source d'inspiration pour te rappeler qu'il est possible de suivre ses rêves et de mener la vie que tu désires. Aujourd'hui, on se retrouve avec Céline Partage, entrepreneur à son compte depuis 7 ans. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat par hasard suite à une reconversion professionnelle. Elle a commencé comme consultante qualité, puis formatrice et audit qualité pour ensuite créer un second projet dans le bien-être suite à une dépression. Bonjour Céline, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ça va très bien. Deuxième enregistrement de podcast, donc on continue sur la lancée. J'espère que ça a été pour venir, qu'il n'y a pas eu trop de péripéties. Non, ça va, pas Je, d'agriculteur sur la route. je me suis posé la même question ce matin, justement. J'ai cru comprendre que tu étais un peu malade, donc j'espère Mmh. que ça va aller pour... J'espère aussi que vous arriverez à m'entendre correctement. Moi, si jamais, s'il y a des coupures dans l'épisode, c'est normal, c'est le temps que Céline fasse une petite pause ou reprenne ses esprits de la maladie. Du coup, pour commencer, j'ai une première question, enfin une question qui en comporte plusieurs. Pour les auditeurs, je voudrais savoir si tu pourrais te présenter en expliquant d'où tu viens, ton parcours scolaire et ce que tu fais. OK. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 39 ans, je suis maman solo avec, 2 ados. Donc j'en suis venue là, suite à une reconversion professionnelle comme tu l'as dit. Donc, moi je sors des métiers du secrétariat et il y a quelques années, c'était la crise dans ce domaine-là et je cumulais, plusieurs petits boulots. J'ai fait vendeuse, j'ai fait factrice, j'ai fait toutes sortes de métiers différents jusqu'au jour où je me suis dit: «Bon, j'ai 30 ans, va falloir quand même que je me pose un petit peu dans un métier stable» et donc j'ai fait un bilan de compétences, qui m'a menée vers, les métiers de la qualité qui m'étaient complètement inconnus parce que même encore aujourd'hui, c'est pas vraiment connu comme domaine et donc j'ai intégré, à l'âge de 32 ans, l'IEQT de Lunéville où j'ai intégré la classe de licence animateur qualité. Donc j'étais, la vieille du groupe, j'étais la maman du groupe et donc j'ai passé une année, en formation, en alternant avec l'entreprise et au cours de cette formation-là, voilà, il y avait une intervenante, qui nous a fait le cours d'auditeur interne et avec qui je me suis très bien entendue et de fil en aiguille, on en est venu à échanger en dehors des cours et elle a commencé à missionner et à me sous-traiter certaines de ses prestations. Ok, du coup, le début de ton parcours entrepreneurial, il est, comme tu m'avais dit, totalement par hasard ou Complètement c'est... par hasard, ouais. Moi, j'étais plutôt partie sur de la sécurité comme maman solo, j'étais partie sur, oui, OK, on reprend des études, mais à la fin des études, voilà, je vais dans le salariat avec un contrat et cetera et puis, bah, non, bah, pas du tout. La vie en a décidé autrement, voilà et puis, je me suis dit: «Ben, oui, c'est une bonne opportunité».
On tente, on verra. Je peux comme ça adapter mon planning de travail à mes enfants puisqu'elles étaient encore petites il y a 7 ans. Donc je pouvais facilement les amener au médecin, avoir les rendez-vous aller aux écoles et cetera. Donc je me suis lancée comme ça et puis, bah, voilà, ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis à mon compte. Donc j'ai commencé, comme tu l'as dit, avec des missions de conseil. Donc elle me sous-traitait pas mal de missions, de conseil, de petits ateliers dans le domaine de la qualité. Puis de fil en aiguille, j'ai passé mon diplôme d'auditeur et puis, ben, récemment, oui, ça fait 3 4 ans que j'ai commencé à me lancer dans la formation dans le domaine de la qualité. D'accord. Et du coup, j'allais te demander justement pourquoi avoir choisi de continuer dans cette voie entrepreneuriale, même si c'était des petits consultations que tu faisais en Mmh. dehors des cours, mais tu l'as expliqué, c'était surtout pour avoir la flexibilité avec Ouais. ton emploi du temps. Tout à fait, ouais. Pour moi, le côté entrepreneurial m'offre une liberté, voilà, qu'on ne peut pas avoir ailleurs et j'apprécie, pouvoir, me donner du temps libre quand j'en ai envie et au contraire travailler quand, j'en ai envie aussi. Moi, je j'ai pas du tout la prétention d'avoir une grosse carrière, d'avoir une multinationale et cetera. Moi, je privilégie mon côté, bien-être et familial et donc j'apprécie pouvoir adapter, mon emploi du temps à celui de mes enfants. Ok, et du coup, ce parcours, tu as dit que tu as commencé en tant que consultante et tu as eu t'as rajouté des cordes à ton arc avec la formation et les audits de qualité. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, justement, parce que ça a dû prendre plusieurs années pour développer tous ces projets. Ouais, tout à fait, oui. Oui, oui, ça fait 7 ans que je suis à mon compte, donc j'ai commencé par du conseil et puis, ben, au fil du temps, on apprend, on acquiert de l'expérience, on voit de plus en plus de choses, on rencontre de plus en plus de personnes, donc le réseau se forme et puis, ben, par, l'opportunité des réseaux et ben, on a l'opportunité d'aller dans une autre voie, de se former ailleurs et voilà et du coup, les portes s'ouvrent petit à petit et les activités, se diversifient. Du coup, tu dirais que déjà, la chose première qui t'a lancé, justement, c'est le réseau. Et est-ce que Ouais. ce réseau, aujourd'hui, il est toujours aussi important et c'est toujours quelque chose que tu valorises, justement, dans ce parcours? Alors j'ai eu justement une difficulté au moment du covid. Au moment du covid, ça a été un petit peu, bah, voilà comme, je pense, la plupart des entreprises, on a tous connu une baisse de chiffre d'affaires et puis, je me suis dit, là, il y a pas si longtemps, hein, je me dis: «Ça fait 7 ans que je suis à mon compte et j'ai toujours le même niveau de chiffre d'affaires à quelques mille près, quoi». Et là, je me suis rendu compte avec le covid et ces dernières prises de conscience que non, en fait, je suis pas visible. Jusqu'à présent, je me suis assise sur mon réseau. Voilà, on me recommandait et cetera, donc c'était facile. Mais ben, je m'aperçois que c'est de plus en plus difficile parce que, ben, la crise du covid, plus aujourd'hui la crise énergétique et tout ça, fait que toutes les professions extérieures comme moi et ben, on n'est plus la priorité. Ouais, enfin, c'est déjà beau d'avoir un parcours aussi long, tout en Mmh, ayant réussi à rester que sur du réseau sans avoir à, justement, travailler un aspect communication ou mmh. enfin, réseaux Prospection. sociaux et de prospection, justement. Et est-ce que, justement, maintenant, c'est quelque chose que tu mets plus en avant pour... J'essaye, j'essaye, c'est le côté difficile, de la casquette d'auto-entrepreneur parce que moi je suis pas du tout commerciale, c'est pas du tout mon truc d'aller prospecter et voilà donc c'est vraiment, voilà, on va chercher au fond de nous, le courage pour faire ça et puis allez, il faut y aller. Mais j'avoue que c'est très, très lent chez moi parce que c'est vraiment à contre-cœur que je le fais. Mais bon, il faut pour pouvoir, là maintenant j'ai besoin d'augmenter un petit peu en chiffre d'affaires et voilà, il faut. Mais, c'est pour ça que j'intègre des réseaux pro, Comme le réseau Créa Fabula, du coup, c'est c'est ça. par ce lien que on s'est rencontrés pour faire cet épisode. Oui. Donc, le réseau Créa Fabula, je rappelle pour ceux qui écoutent l'épisode pour la première fois, c'est le réseau entrepreneurial que Christine Urbès a créé, donc qu'on a interviewé lors de l'épisode précédent. Et justement, moi, tu disais que le réseau est très important, mais est-ce que le réseau, il y a un aspect que tu privilégies sur le réseau, c'est ce qu'on a vu avec Christine, où elle préfère privilégier l'humain et l'échange Mmh. avant même de parler, entre guillemets, de business ou de projet. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé ou qui t'a fait venir en priorité justement à Créa Fabula ou à d'autres réseaux ou... Ouais, le côté, échange, communication parce que dans l'entrepreneuriat aussi, des fois, on se sent seul et c'est vrai que le côté réseau et ben, on trouve d'autres personnes comme nous qui sont aussi seules
avec leurs problèmes et le fait qu'on se retrouve, enfin je ça apporte du soutien, ça fait du bien, ça fait l'impression d'avoir des collègues sans avoir vraiment de collègues, mais parce que ce côté quand même social, on le perd dans l'entrepreneuriat. On n'a pas vraiment de collègues, on n'a pas voilà. Donc intégrer les réseaux sociaux, pour moi, c'était ça la priorité quand même. Plutôt que de faire du développement commercial, c'était, sortir un petit peu de chez moi pour me sentir un peu moins seule et discuter avec, des pseudo-collègues, on pourrait appeler ça comme ça. Ouais, Mmh. non, je comprends, je vois tout à fait ce que tu dis parce que bah, de mon côté, dans la partie création de contenu, c'est un peu ce qu'on ressent aussi dans le sens où bah, on est tout seul chez nous à créer. Enfin, C'est c'est ça. pareil pour l'entrepreneuriat où on fait nos projets tout seul, mais il n'y a pas de coworking ou de bureau où enfin, on voit pas de collègues passer et du Mmh. coup, il manque cet échange. Et donc, j'ai fait, bah, comme toi, j'ai sauté le pas où j'ai rejoint un réseau de créateurs donc, qui s'appelle l'ABC, Ouais. fondé par Kylian Talin, si jamais ça intéresse quelques personnes qui nous écoutent. Mais oui, je pense que l'aspect humain et Mmh. vraiment cet échange, il apporte beaucoup de choses, bah, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais même dans d'autres domaines, où il permet d'avoir une vision différente et aussi Mmh. de brainstormer ou d'avoir des idées qu'on n'aurait jamais eues ou qu'on n'avait pas pensé dès le début pour bah, soit se lancer, soit continuer sur notre lancée. Ouais, tout à fait, ouais, je vois des quelques personnes des fois qui échangent sur, «Ah ben, j'ai été déposer des flyers là, ah bah, là, il y a une porte ouverte d'organiser là, bah, là, il y a un salon, il y a ci, il y a ça» et c'est vrai que des fois, ben, tout seul, on peut pas être partout, on peut pas tout savoir et c'est vrai que d'échanger lors des réseaux, on se dit: «Ah bah, ouais, elle a une bonne idée de faire cette action-là et ça peut être intéressant de faire la même chose ou en parallèle» ou, enfin ça, je trouve que ça nous donne un petit coup de pied aux fesses sur le fait, des fois, de prospecter, de nous donner des idées de prospection, en tout cas. Ouais, puis ça fait Mmh. enfin, je trouve que ça fait une sorte de concurrence saine, entre guillemets, où on est Ouais. tous dans le même bateau avec le même objectif, la même vision de développement sur le moyen long terme. Et ça fait qu'on s'entraide pour avancer et continuer sur notre lancée, mais en même temps, ça fait qu'on est, entre guillemets, en concurrence avec bah, ces personnes, même si c'est des projets qui n'ont rien à voir, où du coup, Mmh. ça nous donne envie de se dépasser pour que leur donner envie de se dépasser à leur tour. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est des beaux échanges comme ça. Mmh, mmh mh. Je comprends tout à fait et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui seront aussi dans ce cas. Mais il y a un point sur lequel je voudrais rebondir, ce que tu disais par rapport au Covid, où c'est le Mmh. moment où tu as commencé de Ah, t'intéresser à la prospection parce que c'est quelque chose qui manquait. mmh. Est-ce que justement, bah, cette période de Covid, je pense, il y a eu un manque, entre guillemets, les prestations que tu pouvais faire? Est-ce que du coup, ça a été un moment difficile où tu as eu des doutes bah, pendant cette période en me disant est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que... Alors le doute, on va dire que je l'ai plus eu récemment quand j'ai vu que, ben, voilà, je viens de finir l'année 2023 encore avec un même niveau de chiffre d'affaires, alors qu'on déploie quand même beaucoup d'énergie. Dans une semaine d'entrepreneur, il y a que 50 qui est rémunéré de la semaine. Le reste, bah, voilà, c'est de la prospection, enfin, oui, de la rédaction de devis, de la rédaction de mails, des réponses à des coups de fil, c'est des choses comme ça. Donc on se dit: «Mais enfin, est-ce que ça vaut le coup de déployer autant d'énergie pour finalement garder toujours le même niveau de chiffre d'affaires?» Et puis après, ben, on réfléchit, puis on se dit: «Bah, non, mais c'est quand même mon bébé depuis 7 ans, cette entreprise. J'ai quand même mon temps libre, j'ai quand même eu» enfin voilà, une certaine liberté d'action, j'ai quand même, un nom aussi au bout de 7 ans. Je pense que je suis un petit peu connue dans le domaine. Donc non, bah, on lâche pas, on continue et puis, ben, heureusement encore une fois que les réseaux sont là parce que ça permet aussi de se rebooster une fois par mois à peu près quand on se voit. Ça permet aussi de se dire: «Bon allez, hop, on est tous dans le même bateau et puis on a tous des hauts et des bas» et voilà. Je, je comprends, j'allais justement te poser la question, bah, qu'est-ce qui t'a aidé à continuer, mais tu l'as souligné avec les réseaux. Mmh. Il y a un point intéressant que j'ai envie de mettre en avant justement sur ce que tu disais, le fait que quand on est entrepreneur, il y a la moitié de notre temps qui n'est pas rémunéré parce que ça passe par de la prospection, de la rédaction de mails, des téléphones, des devis. C'est ça, ouais. Et, et ça me refait penser à un point que Christine a évoqué lors du précédent épisode où justement il faut arrêter de diaboliser et de mettre l'argent comme un démon entre guillemets. Et justement, ce que tu viens de dire, ça montre bien pourquoi bah, des fois il y a certains prix qui peuvent être pas exorbitant, mais au-dessus du marché ou Mmh. paraître très cher justement quand on est entrepreneur. Parce qu'il faut réussir à compenser bah, tout ce manque à gagner sur une semaine de Complètement. travail où il n'y a que 50% qui fait rentrer de l'argent. Ouais. Est-ce que justement c'est quelque chose... Enfin,
est-ce que quand tu as commencé, vu que tu disais que tu as commencé ton parcours avant, tu étais en CDI et c'était ton objectif principal, est-ce que c'est un shift de mentalité que tu as dû avoir à faire, à te dire il faut que je chiffre entre guillemets plus cher pour compenser mon manque? Enfin, est-ce que c'est des réflexions auxquelles tu as eu face auxquelles tu as eu des blocages quand tu t'es lancé justement? Ben, au début, justement, quand moi je suis sortie de l'école et que je me suis lancée tout de suite, j'ai eu du mal à me mettre à un prix du marché, en fait. Le prix du marché était bien élevé de ce que moi je demandais parce que moi je me disais: «Mais non, enfin je sors de l'école, c'est hors de question que je demande le même tarif journalier que, une qui est là depuis 10 ans sur le marché, quoi». Donc moi, au contraire, je me suis mis très bas. Bon, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais à l'époque, je travaillais quasiment tous les jours du rémunéré, du coup, comme j'avais été, sous-traitée pour une certaine, personne. Donc et c'est là maintenant où je me dis: «Purée, ben, vu que mes journées de travail sont plus rares, bah, je me mets plus cher, mais j'ai aussi l'expérience». Donc c'est difficile de trouver ce niveau de tarif-là, à se dire, «Ouais, là, je sors de l'école, mais j'ose pas me mettre», alors que je pourrais. Finalement, j'ai le diplôme, j'ai voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus facile. Ça, c'est un truc, aussi, le tarif, c'est ce qu'on travaille, régulièrement dans notre, on va dire, cursus professionnel. Et maintenant, oui, je me sens un peu plus à l'aise de mettre des prix un peu plus élevés parce que, voilà, effectivement, il faut bien que je compense aussi tout ce qui est, rédaction administrative. C'est un aspect, je pense, qui s'apprend et qui s'améliore avec le temps, justement. Mais est-ce que le fait d'avoir commencé en étant pas très cher comparé à la concurrence, entre guillemets, est-ce que c'était pas non plus un... Enfin, ça aurait pu être un risque dans le sens où, du coup, avoir beaucoup trop de travail et faire un burn-out Mmh. rapidement dans le milieu et se dire, cette voie, elle est pas pour moi. Est-ce que bah, tu as réussi à éviter ce genre de Ouais, burn-out? bah, ouais. Ouais, ouais, non, non, j'ai pas connu de burn-out. Non, 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 j'ai pas connu de burn-out, mais après moi, j'ai toujours su dire non parce que comme je disais au début, moi je c'est ma vie perso en premier. Ce sera jamais ma vie pro que je laisserai passer en premier. J'ai toujours tenu à ce que j'ai du temps nécessaire et suffisant pour mes enfants et donc quand je voyais que je pouvais pas, ben, je pouvais pas et en général, c'est pas un métier où on est dans l'urgence. Voilà, on a besoin du conseil pour mettre en place un système qualité. On n'est pas à 2 semaines, un mois près, quoi. Donc les gens, en général, si on a des délais d'attente, ils attendent. Ok. On n'est pas pressé, on n'est pas dans l'urgence, donc c'est assez quand même tranquille comme comme domaine. J'ai l'impression que c'est déjà une grande force. Enfin, en écoutant plusieurs entrepreneurs ou personnes expliquer leur parcours, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est difficile pour eux de passer de l'étape où je dis oui à tout, justement, et j'arrive à dire non et enfin, travailler son non pour que ça impose une certaine marque de respect, justement, et de qualité de travail qu'il y a derrière. Mmh. Et je vois plusieurs personnes qui mettent des années à réussir à le faire, et justement, toi, de ce que tu me dis, enfin, tu avais déjà ce retour et cette expérience pour le faire dès le début. Est-ce que justement c'est le fait d'avoir eu un parcours bah, plus classique à l'origine et d'avoir été embauché et salarié dans différentes entreprises, ou est-ce que ça vient plus de ton expérience personnelle vu que tu dis que tu mets plus en avant ta vie perso que pro? Mmh, mmh mh. Comment tu as réussi à développer ça dès le début sur ton parcours entrepreneurial? C'est difficile à dire. Difficile à dire. Non, moi, je pense que c'est question de volonté, en fait, moi, ouais, voilà, il fallait, à 4h30 que j'aille récupérer les enfants à l'école, parce que j'étais toute seule encore une fois et ben, voilà, moi, les enfants, c'est la priorité donc ben, non désolé monsieur, bah, à 4h30, moi, je m'en vais et puis c'est tout et c'est comme ça. Mais on n'a pas abordé le côté bien-être de mon activité aussi, on l'abordera peut-être après. Mais là, j'ai eu plus de mal par contre à mettre des limites. Parce que, ben, pour le côté bien-être, c'est des particuliers. Là, c'est plus, des clients professionnels et là, du coup, les particuliers se permettent un peu plus de choses, à savoir, ils demandent des rendez-vous tard dans la soirée ou carrément les week-ends ou, ils écrivent des textos maintenant sur les réseaux sociaux à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et des de la semaine et là, par contre, ça a été un peu plus dur de mettre des limites et là, maintenant, j'y suis arrivée parce que j'ai appris à dire non aussi. Voilà, mais c'était moins évident à dire non à un particulier que non à un professionnel. Justement, j'allais en venir un peu après sur la partie bien-être que tu as rajouté comme prestation, où là, du coup, tu cibles principalement du particulier Oui, dessus. complètement, ouais. Et du coup, je vais sauter un peu les questions, mais justement, est-ce que le fait d'avoir
bah, un aspect purement B2B avec, bah, du coup, dans la qualité et un aspect plus particulier et là, un domaine totalement différent qui est le Mmh. bien-être. Est-ce que du coup, tu arrives à voir les avantages et les inconvénients de ces deux activités? Et justement, est-ce qu'il y a des forces dans l'un qui sont une faiblesse dans l'autre et inversement? Ouais, ben, clairement, la faiblesse qu'on a dans le particulier, c'est que le particulier se permet beaucoup plus de choses. Autant un professionnel, ben, on casse dans l'agenda une heure, une date de rendez-vous, etc. Et ça bouge pas. Un particulier, ça décommande, ça nous appelle à 20 heures le soir, les week-ends. La relation n'est pas du tout la même entre un particulier et un professionnel. Puis même, je pense au-delà de l'aspect plus financier, entrepreneurial, ce qu'on disait tout à l'heure, je Ouais, pense que les entreprises ont plus de moyens tout à déjà fait. financiers pour les prestations que des Mm. particuliers. Et du coup, c'est Ouais, aussi ouais. plus facile à se vendre et à vendre son produit ou son service, non? Oui, tout à fait, ouais, au niveau, professionnel, c'est vrai que c'est pas du tout le même rapport, quoi. C'est pas alors qu'un particulier, ben, ici, on est dans les Vosges, donc ben, le pouvoir d'achat n'est pas pareil, donc on peut pas demander des prix, voilà, on est obligé de rester par rapport à la concurrence aussi. On peut pas demander 1 heure de massage à 120 € comme à Paris, quoi. Enfin, donc c'est des activités, le particulier a une enfin, pour moi, hein, je parle que de mon cas, pour moi, c'est beaucoup moins rentable de travailler avec du particulier qu'avec du professionnel. Mais c'est pas le même rapport, c'est pas voilà, Ouais, je c'est des pense. relations complètement différentes aussi, donc c'est pour ça que je garde quand même cette activité-là hors, rentabilité, quoi. Ouais, je pense que c'est ce que j'allais dire, il y a des relations qui sont totalement différentes, où du coup, dans le Mmh, particulier, l'avantage, c'est que c'est du travail plus humain, et encore en plus dans le mmh. bien-être. Du coup, tu l'as évoqué, tu fais du massage, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs aspects et services que tu proposais liés au bien-être. Est-ce que bah, tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer ce que tu fais? Ouais, alors, donc, au cours, de mon activité professionnelle, j'ai fait, comment dire? J'ai eu l'épreuve, j'ai traversé l'épreuve de la dépression, on va dire et j'étais contre de prendre des médicaments, enfin voilà, toutes ces choses-là, qui nous anesthésient le cerveau. Je pouvais pas déjà parce que j'ai quand même une activité professionnelle qui demande de la réflexion et voilà. Donc je me suis aidée de la nature pour pouvoir, remonter la pente et du sport au cours d'un accompagnement que je faisais, j'ai rencontré, une sylvothérapeute et donc j'ai découvert la sylvothérapie. Elle m'a expliqué ce que c'était. Donc la sylvothérapie, c'est qu'on s'aide des énergies de la nature pour travailler une problématique émotionnelle et ça passe par, du travail méditatif, du travail créatif, mais tout ça en pleine nature avec les énergies de la nature et je me suis dit: «Oh mais oh, c'est génial!» Enfin, moi j'avais l'envie de travailler à l'extérieur. J'en avais un peu marre d'être enfermée dans mon bureau et cetera et j'avais envie, suite à cette épreuve-là, de travailler en extérieur. Et donc j'ai contacté l'école qui l'avait formée et 1 mois après, j'étais en formation dans la forêt de Rambouillet, auprès de Laurence Mons pour devenir praticien en sylvothérapie et enfin j'ai connu, 1 semaine de formation parce que c'est plusieurs semaines donc c'était 5 semaines réparties sur plusieurs mois et donc au niveau de la première semaine, il s'est passé des trucs de fou. Enfin ça j'ai remonté la pente, j'ai eu le moral qui s'est reboosté et cetera et j'ai dit: «Bah, maintenant, il faut que j'en fasse profiter les gens. Enfin, je peux pas rester avec cette connaissance-là, toute seule dans mon coin» et donc, bah, j'ai commencé à pratiquer la sylvothérapie comme ça. S'en est suivi, de massage énergétique parce que je sentais bien que dans mes mains, il se passait quelque chose et souvent mes enfants me demandaient de poser les mains là où elles avaient mal, à la tête, au ventre et cetera et que ça leur faisait du bien et pareil, la vie m'a mis sur le chemin, une formation de massage énergétique donc que j'ai fait. Au départ, j'étais pas trop pour, pratiquer parce que je me suis demandé si j'arriverais à toucher les personnes et cetera. C'est un côté assez intime où je savais pas si j'étais prête de le faire et puis finalement si, complètement. Donc j'ai développé toute cette partie bien-être et je me suis aperçue dans l'accompagnement en sylvothérapie ou en massage que je débloquais des émotions, que ça faisait prendre conscience que la personne n'était peut-être plus à sa place, aussi bien dans sa famille qu'au travail. Et donc j'ai enchaîné par une formation de praticien en bilan de compétences parce que je voulais pouvoir les accompagner jusqu'au bout et si j'avais pu enclencher le déclic d'une reconversion professionnelle, au moins maintenant, je peux les accompagner jusqu'au bout avec le bilan de compétences.
Du coup, le bilan de compétences, il reste avec la partie bien-être, même si c'est moins de l'aspect méditation et méditation, sylvothérapie ou massage. C'est vraiment plus de l'aspect. Ben, c'est un peu comme quand on crée un projet entrepreneurial, entre guillemets, où on fait des tests de personnalité. Ou... C'est ça, ouais. Ok, Mais après, dans le bilan de compétences, j'ai déjà intégré des sessions de sylvothérapie ou de massage énergétique parce que quand on a l'idée de faire un bilan de compétences, c'est qu'on a une souffrance quelque part, un malaise quelque part. Et j'estime que si on ne travaille pas ce malaise-là ou cette problématique-là, on n'arrivera pas à trouver notre orientation professionnelle. Du moment que l'esprit n'est pas clair sur nos projets, nos envies, etc., pour moi, je pense que c'est pas inutile de faire un bilan de compétences, que ça apporte toujours quelque chose, mais on n'arrivera pas à aller vraiment au fond des choses. Alors j'ai déjà utilisé des petites sessions de sylvothérapie comme ça, où j'ai emmené les gens parce qu'il y avait, je sais pas, peut-être une problématique de deuil, par exemple, qui, restait là, en demi-teinte comme ça, et on a été là travailler en sylvothérapie et ça ouvre des portes, ça ouvre un nouveau champ de réflexion et ça aide à l'avancement, plus serein d'un bilan de compétences. Pour moi, c'est vraiment, le bilan de compétences, c'est vraiment un travail de développement personnel avant tout. C'est pas seulement de la réorientation professionnelle. ok. C'est tout un ensemble. Moi, je le vois comme ça. Et du coup, le bilan de compétences, c'est plus du développement personnel Ouais, et tu ajoutes ta touche de sylvothérapie et de c'est massage ça. énergétique dedans pour plus soigner la cause que le résultat du... C'est ça, ouais. Ok. Ouais, parce que des fois, on se sent peut-être juste pas bien à sa place dans son poste de travail, mais en ayant travaillé une problématique, ah ben si, en fait, si, je suis juste bien à ma place. C'est juste qu'il faut que je travaille plus l'affirmation de moi, par exemple, pour me faire respecter ou des choses comme ça. Donc des fois, les gens restent dans leur place. On a fait juste un bilan de compétences pour confirmer notre orientation professionnelle, tout en travaillant l'aspect développement personnel. Ok, j'ai une petite question parce que du coup tu disais que t'es passé par le passage de la dépression, pardon, suite à ton parcours entrepreneurial et que tu as commencé à t'intéresser à la sylvothérapie. Mm. Ta première formation en sylvothérapie que tu as faite, du coup, est-ce que tu étais encore en phase de dépression quand tu l'as Complètement. fait ou tu étais en train de commencer à en sortir justement? Non, 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 j'étais encore dedans. Ouais, j'étais encore bien dedans et enfin, je pensais m'être sortie. C'est un peu sournois, hein, comme maladie, mais je pensais m'en être sortie parce que, ben, voilà, j'avais mon entreprise, on se raccroche un peu au travail et cetera. Et puis, quand, j'ai découvert cette formation-là, ben, non, en général, pendant une semaine, j'ai pleuré. Je pensais jamais que je pleurerais autant dans ma vie, mais, ça m'a fait prendre conscience, bah, que non, que le problème était encore là, et grâce à la sylvothérapie, j'ai pu évacuer certaines choses et je me suis revenue de la semaine de formation complètement, lumineuse et épanouie, contrairement au départ, quoi. Du coup, la formation que tu avais fait à la base, elle n'avait pas du tout pour but de rajouter ça sur tes projets entrepreneuriales. C'était Pas du vraiment tout. plus du soin personnel pour prendre du temps pour toi et C'est ça. sortir. Ok. Mmh. Et du coup, le, comment dire, enfin, cette formation que tu as faite, elle avait aussi la qualité de pouvoir te permettre de l'exercer en tant que bah, entrepreneur. Oui, Et elle t'a mené sur le parcours à rajouter ça sur, sur tes cordes, les cordes à ton arc, pardon, c'est entre ça. guillemets, pour bah, aider les gens plus que... Enfin, s'enrichir sur ce business, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, en fait, là, c'est vraiment pas une notion de rentabilité dans cette activité-là. C'est vraiment, ben, voilà, je sais ce que c'est d'avoir mal, je sais ce que c'est de souffrir et je m'en suis sortie sans médicaments, sans rien du tout. Je me suis sortie juste avec la forêt et les énergies de la nature et franchement, quand, j'aide une personne, enfin, ça me nourrit intérieurement beaucoup plus que de recevoir un chèque à la fin du mois, quoi. C'est vraiment de pouvoir aider les personnes et puis leur faire prendre conscience, leur faire prendre des déclics, leur faire ouvrir la voie sur d'autres choses et les voir lumineux après la séance qui m'apporte beaucoup plus que l'aspect financier là pour le coup. C'est plus en... Enfin, j'assimile ça plus comme un passe-temps et un partage Ouais, de compétences au final que vraiment un projet un travail, ouais. entrepreneurial, qu'un travail. Mmh, Le but, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible et c'est un complètement. projet qui sort enfin, de tes tripes plus que Ah ouais, mmh. un projet entrepreneurial pur et dur sur le papier signé. Ah ouais, tout à fait. C'est vraiment, de l'aide à la personne, complètement et c'est pour ça que cette activité-là, je le fais pas beaucoup.
c'est peut-être 20 de mon temps de travail parce que j'ai pas du tout envie de mettre cette notion de rentabilité là-dedans. J'ai surtout envie de garder le plaisir de le faire et donc moins j'en fais et plus j'ai de plaisir à le faire et voilà, c'est au contraire, si je le faisais tous les jours à 100 de mon temps de travail, je pense que, bah, je serais obligée d'intégrer cette notion de rentabilité-là parce qu'il faut bien manger à la fin du mois et j'en ai pas envie. J'ai envie que ça reste du domaine de la passion et de le faire toujours avec le plus grand plaisir que ce que je le fais aujourd'hui. Ok, justement, j'allais te demander comment tu répartis entre l'aspect qualité et bien-être, mais tu l'as répondu, c'est plus du 80-20 pour... Ouais, à peu près, ouais, ça dépend les mois. Après là, avec, le printemps, l'été, bah, je vais beaucoup plus faire de sorties de sylvothérapie qu'en plein hiver où là, bon, les gens n'ont pas trop envie d'aller en forêt, faire un câlin à un arbre, c'est pas trop la saison. Donc voilà, ça dépend aussi les saisons et le temps. Mais mais à peu près, oui, c'est ça. C'est à peu près ça, c'est à peu près 20 80. Ok, j'ai vu sur ton site de sylvothérapie que tu proposais premièrement la sylvothérapie, mais aussi des bains de forêt, je crois, ça s'appelle Ouais. comme ça. Mmh. Et, est-ce que tu peux déjà nous expliquer et m'expliquer c'est quoi la différence parce que enfin, j'arrive pas à conceptualiser Mmh. le. Alors c'est la même chose. Ok, C'est la même donc la sylvothérapie, c'est la pratique ok. et le bain de forêt, c'est le fait de passer une demi-journée en forêt, en fait. On appelle ça bain de forêt parce qu'on est baigné par toutes les énergies, toutes les molécules, que les arbres et la terre nous mettent à disposition. Donc c'est la même chose. Ok, parce que justement, j'ai vu que tu avais détaillé les deux et sur ton site, tu parlais que le bain de forêt aussi avait des origines du Japon Ouais, où ils pratiquaient beaucoup ça. ouais. Et Ouais, il y en a qui après il y a des immersions en forêt où on peut passer plusieurs jours en forêt, mais bon, moi, ça, je le fais pas parce que j'ai des contraintes, voilà, perso qui m'empêchent de faire. Moi, je me limite à la demi-journée, voilà. Mais j'ai des collègues, effectivement, qui prennent des groupes, pendant 2 3 jours où il y a des immersions complètes en forêt et pour faire ça. Mais la discipline, c'est la sylvothérapie. ok. Et du coup, dans ce genre d'immersion dans la forêt, ça se passe comment? Est-ce que du coup, on a accès quand même, entre guillemets, aux technologies avec nos téléphones Ah ou c'est vraiment ben, une déconnexion totale l'idéal, c'est c'est la déconnexion totale, l'idéal. Ouais, ouais, non, non, en fait, le principe, c'est vraiment se reconnecter à soi et à la nature parce que d'instinct, on est des enfants de la nature, hein, voilà, on vient tous de la nature et quand vous avez un petit coup de mou, vous avez plutôt un réflexe d'aller au bord de l'eau ou en forêt plutôt que d'aller vous perdre dans un centre commercial. Donc, avec toutes les technologies d'aujourd'hui, voilà, vous voyez bien les réseaux sociaux, les télés, les choses comme ça, ben, les gens ont perdu un petit peu cette connexion, à la nature et à la forêt et à soi-même, à nos propres émotions aussi. Et donc l'idée d'aller en sylvothérapie, c'est vraiment de tout couper, même limite, se taire et voilà, d'observer la nature avec moi, mes petits exercices aussi ben, voilà, de prise de conscience ou de choses comme ça en fonction de la thématique on va aborder avec la personne et c'est vraiment se reconnecter à soi, à la nature et ça fait un drôle d'effet parce que les gens ont vraiment perdu ça. Donc les gens se retrouvent assez perdus dans la forêt sans bruit, à écouter des oiseaux, en général, les gens se retrouvent perdus bizarrement. Ok, justement, j'avais demandé par rapport avec le fait de s'immerger dans la forêt ou des éléments naturels comme ça, est-ce que justement, parce que je fais un peu de méditation ou de yoga, des choses comme ça à côté, est-ce que le fait de le faire typiquement dans un bas de forêt où on pratique la même activité, que ça soit dans une salle chez nous, typiquement le yoga, ou dans la forêt, est-ce qu'il y a des éléments ou des choses qui font que c'est plus... Enfin, on se sent mieux après ou Mmh. la pratique est différente justement? Ouais, tout à fait, ouais. Ben, en extérieur, donc en pleine forêt, vous avez, tout ce qui est phytoncide, donc c'est les molécules que les arbres, émettent dans la nature et c'est ce qui donne l'odeur caractéristique, par exemple, des pins, des sapins et cetera et donc ça a un effet aussi sur le corps en tant qu'antidépresseur, en tant que rebooster d'immunité, en tant que chose comme ça. Dans la terre, il y a également des molécules aussi qui préservent, qui reboostent notre système immunitaire, donc que vous n'avez pas chez vous. Dans la nature, on a également les ions négatifs qu'on n'a pas à l'intérieur de chez nous, qui au contraire, à l'intérieur de nos maisons, avec tous les appareils, les box et cetera, c'est plutôt des ions positifs qui ont un effet,
de vous mettre un petit coup de cafard, voilà. Alors que dans la nature, les ions négatifs vous redonnent le sourire, on va dire. Donc toutes ces Recharge les batteries. molécules-là, voilà, on recharge les batteries. Donc dans la nature, on trouve tout ça, les arbres, enfin, il y a toute une multitude de molécules, dans la nature qu'on n'a pas chez nous. Ok. Ça explique aussi pourquoi d'entrepreneurs ou d'artistes à l'époque, il y a un livre qui est hyper intéressant là-dessus, qui faudrait que je retrouve la référence, mais qui détaille toutes les routines des personnes célèbres où au final on voit que la majorité d'entre eux faisaient des balades en forêt ou en nature pour se ressourcer et trouver des idées. Mmh. Donc ça vient de là et ça confirme. Ouais. Ah ouais, ouais, dans la nature, il y a énormément de choses. Ben, vous voyez bien les huiles essentielles de pin ou de sapin qui ont un effet sur tout ce qui est système respiratoire. Bah, vous les trouvez à l'état naturel dans la nature, quoi. Donc on estime à peu près qu'une demi-journée en forêt rebooste le système immunitaire pour une semaine. Donc vous imaginez, vous y allez tous les jours. Voilà. Je, je vois, je vais essayer de faire ça plus souvent. Il y a, J'ai noté un truc que tu as dit quand tu étais dans ta période de dépression. Justement, tu as voulu en sortir sans médicaments et par le sport, la nature et la sylvothérapie aussi. Mm. Le sport spécifiquement, est-ce que c'est quelque chose justement que tu pratiquais déjà avant ou pas du tout? Ou est-ce que c'est Mm. un aspect que tu t'es dit qu'il fallait travailler justement dans cette phase? Non, alors j'étais pas du tout une sportive, mais pas du tout. Et en fait, suite à cet épisode de dépression-là, j'avais énormément de colère en moi. Il fallait que enfin, fallait que j'évacue, quoi. Et c'est comme ça que je me suis mis au sport et je me suis aperçue que le sport et ben, ça faisait vraiment du bien. Ça faisait du bien, ça permet de se défouler, ça permet, enfin voilà, d'évacuer plein de choses et bah, du coup, ça fait, 4 ans maintenant que je suis sportive, quoi. Donc c'est tout nouveau, ça fait, je suis jeune sportive de 4 ans. Sportif dans les Vosges, en plus, il y a de quoi te faire de Ah belles ouais. choses. Tu pratiques quoi comme sport Alors la randonnée, bien sûr, là, c'est le plus gros, ma plus grosse passion, dans le sport, c'est la randonnée. Donc comme ça, je peux mêler sylvothérapie, sport et cetera. Mais après, je pratique de la zumba et de la musculation aussi, quand j'ai le temps. Ok, c'est hyper intéressant justement et je me rends compte parce que je gravite dans pas mal de réseaux entrepreneuriales justement où à force d'échanger avec eux, je me rends compte que la majorité des entrepreneurs pratiquent beaucoup de sport et Mmh, ceux qui ne le font pas songent à le faire parce qu'ils sont en dépression ou mmh, s'y mettent parce ils sortent de dépression entre guillemets pour schématiser tout ça et justement je trouve ça très drôle que ton parcours représente un peu ce schéma mmh. que je rencontre souvent dans ce genre d'écosystème. Bah, c'est quand même une sacrée pression, hein, d'être à son compte aussi. On a les casquettes, on a toutes les casquettes, hein. On est comptable, on est commercial, on fait aussi on est notre propre valeur ajoutée. Donc enfin, moi, je pense qu'en fin de journée, on a quand même besoin d'évacuer une certaine pression. En plus, on n'a pas de collègues, comme on disait tout à l'heure, avec qui parler ou exprimer une frustration qu'on a pu avoir dans la journée et je trouve que le sport, c'est quand même indispensable pour justement évacuer et retrouver un niveau de sérénité, bah, moi, pour moi, je vois pas autrement. Je vois pas ma vie sans le sport maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Je pense que dans tous les domaines, qu'on soit entrepreneur ou salarié ou même étudiant, je pense que le sport, c'est vraiment une chose qui est soit pas assez mise en avant ou travaillée Mmh. ou qui est un peu mise sous le tapis et qui pourtant peut apporter beaucoup de bénéfices justement, peu importe le projet qu'on Mmh, a et complètement. notre parcours. Mmh. Donc je suis content que tu en parles et que tu le mettes en avant pour motiver les gens à peut-être faire même 5 minutes de course ou une randonnée de 15 minutes, c'est déjà très bien pour se reconnecter avec la nature et en même temps Ouais, pratiquer c'est une ça activité et puis physique. bouger et puis voilà, bouger surtout, oui, ouais. J'ai une question qui est un peu plus philosophique et développement personnel justement, mais qui clôture un peu le parcours entrepreneurial, qui est qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend heureuse aujourd'hui? Eh ben, je suis quand même fière d'avoir une entreprise qui a 7 ans. Bon, certes, j'ai toujours le même niveau de chiffre d'affaires, mais c'est quand même une belle satisfaction pour moi d'avoir, une entreprise qui est là depuis 7 ans et d'avoir eu la force de rajouter des activités et à chaque fois voilà, de pas me m'être laissée aller
Et aujourd'hui, enfin voilà, je suis fière de moi quand même sur tout ce que j'ai entrepris et sur tout le travail que je fais aujourd'hui. Bah, il y a toi parce que c'est déjà un très beau projet en plus avec, 2 enfants, Mmh. 2 enfants à s'occuper. J'ai noté. Christine a écrit une question parce qu'à la fin de chaque interview, l'invité laisse un mot et une question pour, l'invité précédent. Bon, en général, l'invité, ne connaît pas l'invité qui suivra donc, la question, c'est ça qui est intéressant, c'est que la question est générale, entre guillemets. Là, l'avantage, c'est que Christine te connaissait, donc elle a Mmh. écrit une question qui est un peu générale. Je lui ai forcé la main pour éviter que ça soit une question trop personnelle. OK. Et elle m'a écrit une question pour toi qui est, si tu devais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je changerais? Dans mon parcours pro? Peu importe. Peu importe? On en a discuté et elle a écrit la question au sens général sans spécifier justement pour te laisser l'interprétation que tu voulais sur la question. Donc ça peut être pro, perso, dans le sport, dans la Mmh. sylvothérapie, la qualité ou les métiers que tu as fait avant. Bah, on va dire que je me lancerai avant. C'est la chose que tu retiens justement. Ouais, parce que c'est une belle aventure l'entrepreneuriat quand même. C'est une Et, belle aventure. et qu'est-ce qui t'a, entre guillemets, bloqué ou empêché de te lancer plus tôt Bah, en fait, j'étais pas dans la filière là, comme je disais, j'étais dans le secrétariat avant et j'ai enchaîné plusieurs petits boulots, en espérant toujours avoir on va dire un job, un CDI tout simplement, jusqu'au jour où je me suis dit: «Bon, là, je vois bien que dans le secrétariat, c'est plus possible, donc on va trouver un métier où il y a des débouchés» et j'ai atterri là. Mais si j'avais su, voilà, je me serais, orientée, dès la sortie de l'école vers la qualité et j'aurais, voilà, j'aurais ouvert tout de suite. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant sur ton parcours justement parce que bon, on en a parlé avec Christine. En général, l'étape la plus dure, c'est celle de se lancer, de oser pousser la porte pour Mmh, que mmh, ce soit mmh un mh. projet entrepreneurial, sportif, peu importe. C'est vraiment la première marche qui est la plus dure alors que c'est potentiellement la plus simple aussi en même temps. Ouais, Mais c'est ce que je trouve marrant dans ton parcours, c'est que justement, t'as pas eu enfin, cette étape, t'as pas eu à te forcer à la faire parce qu'entre guillemets, on t'a donné la main pour c'est la ça. faire avec le consulting comme tu as commencé en fin d'études. Et Mmh. du coup, c'est drôle de voir qu'il y a aussi des personnes qui ont réussi à entreprendre avec le Sans fruit du forcer, hasard, ouais. sans forcer, et avec le fruit du hasard, comme tu l'as dit. C'est ça. Ah oui, oui, moi, ça a été complètement, «Bon, bah, voilà, j'ai une mission pour toi à tout traiter, tu es d'accord?» «Ben, oui, oui», «Bah, je fais comment pour la facturer?» «Bah, faut que tu ouvres ton compte, ça prend 5 minutes sur le site de l'auto-entreprise». «Ah bon, d'accord, OK, bon, bah, je crée mon siret, voilà. Bon, bah, voilà, je te fais la facture et puis le mois d'après, ben, si tu veux, j'en ai encore une à te donner» et puis donc j'ai pas eu j'ai pas eu à me poser la question, à me dire: «Oh punaise, je me lance dans l'entrepreneuriat, je fais comment pour passer cette porte?» Non, ça a été, chez moi, ça s'est fait tout seul. Et du coup, avec cet avantage, entre guillemets, comparé à d'autres, est-ce qu'il y a quand même eu des moments où ça a été plus difficile dans l'aspect vraiment purement entrepreneurial, où il y a eu des moments où tu as douté, où tu as eu des questions, tu t'es dit là, j'hésite, je sais pas, comment est-ce que je fais ça? Bah, c'est surtout moi le côté prospection qui m'a toujours posé problème. Après, voilà, j'ai eu, comme je te disais au départ, j'ai eu la chance, voilà, qu'on me sous-traite des prestations. J'ai intégré une entreprise, sur Saint-Dié qui me faisait travailler 2 jours par semaine. Donc j'ai pas eu vraiment, tous ces soucis les 5 premières années, je les ai pas connus, en fait. J'ai vraiment eu de la chance à travailler avec mon réseau et le niveau, de salaire me convenait. Donc j'ai jamais rencontré ces difficultés. C'est vraiment depuis le covid où je me suis dit: «Mais punaise, maintenant ça fait 5 ans que je suis à mon compte, j'ai toujours le même chiffre d'affaires. Puis là, les prestataires extérieurs et ben, on n'en veut plus parce qu'il faut faire des économies» et là, moi, je me suis dit: «Mais j'arriverai jamais à avoir le même niveau de salaire, je sais pas prospecter, je sais pas comment on fait». Oh puis, en même temps, les particuliers, ils me cassent un petit peu les pieds, ils m'appellent n'importe quand, «Ah, je vais arrêter» et puis «Ah oui, je vais repartir dans le salariat». Puis après, «Ah oui, mais non, parce que ma fille, là, mardi après-midi, il faut que je sois là parce qu'elle a un rendez-vous médical». «Ah ouais, mais non, en fait, oui, c'est bien pratique quand même d'être à d'être à mon compte» et
Bon, ben, alors, du coup, qu'est-ce que je fais comment je fais pour apprendre à prospecter? Ben, du coup, on regarde, des petites vidéos sur LinkedIn, on intègre des réseaux pros et on pose des questions et puis après la motivation revient. Et du coup, pour toi, c'est quoi la qualité principale d'un bon entrepreneur, justement? Même si, avec ce que tu viens de dire, je pense avoir compris, mais Mmh. Ben, pour moi, c'est, la bienveillance envers enfin, moi, je pars du principe qu'il y a pas de concurrence. De toute façon, on peut pas accueillir tout le monde, on peut pas aider tout le monde et pour moi, l'essentiel, c'est de travailler dans la bienveillance avec nos collègues et nos concurrents, si vous voulez l'appeler comme ça. Mais, combien de fois j'ai refilé du travail à des collègues et combien de fois on m'en a refilé aussi parce que voilà, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Moi, je pars du principe que mes clients, ça peut être comme des amis et je préfère travailler dans des relations de travail saines. Donc il y a des fois, il y a des personnes avec qui ça accroche pas, bah, ça accroche pas, c'est comme ça, c'est la vie et je et c'est important de pouvoir donner le bébé à quelqu'un d'autre quand on se sent pas capable non plus et je trouve que la vie nous le rend bien. Donc pour moi, c'est la qualité principale. très bien. Et ben, j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent lancer des projets entrepreneuriales ou autres auront cette qualité ou envie de développer cette qualité. Est-ce que pour toi, il y a une citation ou une phrase justement qui t'inspire ou qui t'aide à avancer, à aller de l'avant, à entreprendre? Alors comme ça là, de but en blanc, hem, bah, j'ai des phrases inspirantes, mais là comme ça me vient pas ça me vient pas ça me vient pas tout de suite, mais j'en ai quelques-unes, oui, Ok, que du coup t'as pas en tête ou t'as plus les donc j'ai sources. pas ouais, voilà, que j'ai pas la source là tout de suite. Pas de souci. Après, s'il n'y a pas la source, c'est pas grave. Je Mmh. pourrais la retrouver pour la mettre dans la description si jamais il faut. Euh, Il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le conseil justement que tu aurais aimé avoir que tu n'as jamais eu? Peut-être que du coup ça va être le fait de le conseil de se lancer plus tôt, mais au-delà de ça. Ah, faut pas hésiter. Franchement, si on a l'idée, si on a une idée, si on a l'envie, de se mettre à notre compte, faudrait mettre nos peurs de côté et puis y aller. Parce que, il y a toujours des gens qui sont là pour nous tendre la main en cas de doute et enfin pour moi, faut pas hésiter à y aller. Faut foncer. Et une question que je veux te poser aussi, enfin qui moi me fait rire en général quand je la pose, c'est quelle est la question que tu détestes le plus qu'on te pose justement? Alors, t'es pas obligé d'y répondre justement parce que si tu la détestes, mais c'est intéressant parce qu'en fonction des personnes, des fois, il y a des questions où ça nous fait réfléchir sur la manière dont on la pose ou peut-être que ça nous permet de nous dire, ouais, c'est vrai que la question là, elle est peut-être pas adaptée ou mal formulée en fonction des personnes ou des profils. Et des fois, ça fait aussi évoluer les choses où on se dit, c'est vrai que la question là, elle est peut-être un peu datée ou stéréotypée Mmh. pour rester dans les clichés. Donc, Non, ce serait pas une question, c'est surtout, les réflexions qu'on nous fait sur l'argent. Quand on est à notre compte, les gens nous croient plein aux as. Mais non, enfin et ceux qui te disent ça, ils savent pas ce que c'est le métier d'entrepreneur. Voilà, c'est pas une question, c'est surtout un stéréotype. pour citer Christine Urbès, du coup, qui disait que tous les entrepreneurs ne sont pas riches ou pleins Ah non. aux as. Ah non. Donc, on revient, la boucle est bouclée. Et à l'inverse, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui, que j'ai pas posée ou que j'ai pas pensé à poser justement par rapport à ton parcours Mmh. professionnel ou personnel? J'en vois pas là comme ça. pas, pas de souci. Non, J'ai là, non. J'ai une dernière petite question, du coup, là c'est plus pour les personnes qui nous écoutent Mmh. et qui sont restées jusqu'à la fin. Est-ce que tu as des recommandations à leur faire, que ce soit un livre, un film, une musique, quelque chose qui t'a marqué, alors que ça peut être lié à ton domaine pro ou pas du tout, au domaine perso ou pas du tout, parce que quelque chose que tu as envie que les gens découvrent ou que tu as envie de partager aux auditeurs. Alors moi, je suis très livre de développement personnel Ok. et les accords Toltec, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a 4 principes, et je pense que si on les applique au quotidien, ça nous aide beaucoup à relativiser et à lâcher prise sur les petites difficultés qu'on peut rencontrer. C'est un livre que j'entends souvent revenir Mmh. en ce moment et justement Christine Urbès a utilisé l'un de ces quatre Accord. accords pardon, Mmh. comme citation inspirante.
Donc je pense que le livre de toute façon sera dans la description pour ceux qui nous écoutent si jamais vous Mmh. voulez l'acheter ou le découvrir. Et merci beaucoup à toi Céline pour ce partage et cet échange. Et une toute dernière question Mmh. pour avoir ton avis. Est-ce que c'est un épisode réussi pour toi en tout cas? Ben, j'espère, on verra à la réécoute, mais en tout cas, j'ai répondu le plus sincèrement possible, donc voilà, j'espère que ça plaira aux auditeurs. C'est ce que j'espérais justement, avoir des invités authentiques et qui répondent entre guillemets sans tabou sur le projet, même s'il y a des questions des fois qu'on peut éviter ou qu'on retravaille en amont pour éviter que ça pose des questions gênantes ou mette des soucis pendant l'épisode. Mmh. Mais merci à toi pour cette interview. Merci. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager. Ça va permettre de donner de la visibilité au podcast et aux invités. À bientôt.